Ok, on reprend cette série de vidéos. Attendez, d'abord, je vais me laver les mains et mettre la crème. Ok, me revoici avec mon micro DJI. Du coup, ce micro est incroyable, hein. Ça veut dire que tu peux être loin de la caméra, tu n'es pas obligé de lever la voix et on t'entend très bien. Même la qualité est superbe. Comparé au début qu'on faisait sans, là c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quoi? On va continuer la série qu'on a commencé. La série s'intitule le chapitre 4. Pour comprendre le chapitre 4, tu dois comprendre, on va dire, c'est quoi un nom complexe. Enfin, on va dire que on va. En fait, dans le cours de PQS, physique, quantique et statistique, il y a d'abord il y a 11, voire 12 chapitres. Et voilà. Il y a 12 chapitres de physique quantique et il y a 3 ou 4 chapitres de physique statistique. Et pour la physique quantique, on a commencé par le chapitre 1, où on parlait d'une introduction à la physique en général, qu'elle soit quantique ou statistique. On a vu les particules, on a vu les interactions fondamentales, les lois de conservation. Ça, c'est le chapitre 1. On a vu dans le chapitre 2 les origines de la physique quantique. C'est là que ça commence. C'est là que cette série commence. C'est comme si c'était le début. Genre, voilà. C'est là que la série commence. Et puis, il y a le chapitre 3 où on voit comment Schrödinger a trouvé son équation, l'origine de l'équation l'origine de l'équation de Schrödinger pour une particule qui est une particule qui subit aucune force d'abord et qui avance en ligne droite. On a vu qu'on pouvait le décrire avec une onde plane et on a vu aussi que dans le cas où on considère juste une particule normale et on oublie l'hypothèse qu'elle avance en ligne droite, eh bien, et que, bien sûr, elle ne subit pas de force, eh bien, on a vu comment Schrödinger a trouvé l'équation. C'est en partant de ce que d'Alembert avait trouvé pour la lumière, l'équation d'onde de la lumière, il a pris le même chemin. Il a pris une relation d'énergie, celle des particules relativistes, celle des particules relativistes dans un premier temps, pour décrire l'onde de matière qui accompagne l'électron, et il a vu qu'il obtenait une équation d'onde, ok, mais sauf qu'elle n'expliquait pas les différents, les différents spectres de l'hydrogène. Spectre, c'est la lumière que émet l'hydrogène, les couleurs de la lumière que l'hydrogène émet. Mais l'équation qu'il a trouvée en partant de l'équation, la relation d'énergie pour les particules relativistes, eh bien, il voyait que ça n'expliquait pas, l'équation qu'il a trouvée comme ça, n'expliquait pas les spectres de l'hydrogène. Donc on pouvait avoir qu'un certain monsieur Ballmer a voulu décrire qu'un un certain monsieur Engström, voire je ne sais plus comment ça s'appelle, a fait expérimentalement et qu'un certain monsieur Rydberg a reformulé, et Lyman, Paschen, tout ça, ils ont fait leur leurre, ils ont réussi à prédire d'autres couleurs de l'hydrogène. Bref, c'est ces couleurs d'hydrogène-là, Schrödinger n'a pas pu réussir à les décrire grâce à son équation d'onde qu'elle a obtenue en partant sur l'hypothèse que l'onde de matière qui accompagne l'électron ou bien d'autres particules de matière, eh bien, était une particule relativiste. Une particule qui a une vitesse qui s'approche de celui de la lumière. Eh bien, vu que son équation ne marchait pas, il est parti plus simplement sur l'hypothèse que les particules, là, ils sont non relativistes. En gros, leur vitesse est inférieure, très inférieure à celui de la lumière. Très inférieure. Et du coup, dans ce cas-ci, il partait de la relation de l'énergie qui était, je le rappelle, E environ égale à P carré sur 2M, relation qu'on a démontrée dans la précédente vidéo, ou bien encore celle d'avant, je ne sais plus. Mais voilà, en partant de ça, et en utilisant une règle de correspondance, eh bien, il a obtenu son équation qui porte son nom, l'équation de Schrödinger. Et du coup, le E pour lui, ça devenait le E pour lui devenait pas moins, mais IH bar dérivé temporel. Le P pour lui devenait moins IH bar gradient. Et vu que le P est le carré, ça fait gradient au carré. Et ça faisait le Laplacien
Et du coup, vu qu'on le divise par m, de m, on obtient 2m. Et donc, il y a une égalité et bien sûr, deux séparateurs, eh bien, on ajoute un objet qu'on appelle la fonction d'onde. En gros, ça c'est l'énergie de la fonction d'onde est égale à ça. Donc, l'énergie qui est égale à ça, t'as compris quoi. C'est ainsi qu'on obtient le fameux équation de Schrödinger. C'est la manière dont cela a été présenté dans le cours de PQS du professeur Jean-Marc Sparrenberg. Et du coup, voilà. On pouvait aussi trouver cette équation en partant de la relation de dispersion qu'on a vue il y a deux vidéos, enfin, il y a des vidéos précédentes. Une relation de dispersion qui disait que le oméga, en fonction de k, était égal à le h bar k carré sur... j'ai oublié la relation encore, mais en tout cas, je pense que de base, on partait d'une relation simple. Hein. C'était oméga k est égal à quoi? Est égal à... attendez. Hein. La vitesse, c'est quoi encore ce truc-là? De base, oméga est égal à quoi? Est égal à... Waouh, j'ai oublié. À une vitesse fois k, ok? Sauf que la vitesse, on va dire, c'était quoi? La vitesse, c'est l'impulsion sur 2m, ok? Et l'impulsion, on sait que c'est égal à quoi? En tout cas, pour les particules qui se comportent comme une onde, et ben l'impulsion, c'est h bar k, ok? K, c'est quoi? Bah non, c'est pas grave, on laisse comme ça. Bon, on prend juste la norme et on obtient en réalité oméga dépendant de k est égal à h bar k carré sur 2m. On a vu que en partant de ça, ici et ici, on pouvait trouver une équation de Schrödinger, celle-là en réalité, parce que le oméga k, c'est la dérivée d'une fonction d'onde. Parce qu'en fait, ça c'est dans le cas où la fonction d'onde qu'on voulait trouver était une fonction, décrivait une onde plane, parce que c'est l'onde la plus facile à trouver. Ça, c'est dans le cas où l'onde qui accompagne l'électron se comporte comme une onde plane. Parce qu'en fait, on considère que l'électron à ce moment-là avance en ligne droite, okay, suivant x, et aussi ne subissait pas de force. À ce moment-là, on pouvait avoir cette relation de dispersion, okay, en partant du fait que la vitesse, c'est p sur 2m, pour une particule non relativiste. Et du coup, le P là, pour une particule non relativiste, mais qui ici se comporte comme une onde, eh bien, il est égal à h bar fois k. Et donc, on substitue le h bar fois k dans la vitesse, on obtient h bar k carré sur 2m. Okay? Parce qu'ici, il y a 2m, pardon. J'ai oublié le 2m. Okay. Et donc, en supposant que l'onde qu'on cherche est une onde plane, okay, dans ce cas, en partant de ça, du coup, l'onde plane, on sait que sa formule générale, c'est quoi? C'est EI kx moins oméga t. Dans le cas où l'onde plane suit la direction x. Et le oméga ici, il vaut quoi? Il vaut ça. Ok? Ça va? Et du coup, bah voilà. Et du coup, en partant de ça, et bien, on suppose que ça là, c'est quoi? Ça a dérivé une fois de ça par rapport au temps. Et ça a dérivé deux fois par rapport à l'espace de ça. Et du coup, on crée une équation qui ressemble à ça, quoi. Dérivée seconde ici, parce que c'est ce que fait le Laplacien. C'est un opérateur qui dérive les fonctions vectorielles, non, les fonctions à plusieurs variables. Et ça dérive une fonction dans toutes les directions de l'espace, en x, en y et en z. Et en gros, c'est des fonctions qui sont réservées aux vecteurs, quoi. Pas aux fonctions vectorielles, aux vecteurs. Les fonctions vectorielles, les fonctions vectorielles, on les appelle des champs. Ici, c'est juste une fonction scalaire, mais qui dépend de plusieurs variables. Et donc, quand on dérive cette fonction-là, il faut le dériver dans toutes les variables. Et celui qui fait ça, c'est le gradient. Mais vu qu'ici, c'est des dérivées secondes, on utilise le Laplacien. Et du coup, voilà, on voit que on obtient la même chose, sauf que ici, sauf que quand on parle comme ça, on sait que la fonction d'onde, la fonction d'onde a cette forme-là, ok? Elle dépend du temps et de l'espace. Mais quand on part comme Schrödinger l'a vraiment trouvé, eh bien, on voit que cette fonction d'onde-là,
elle peut être tout et n'importe quoi, tu vois. Elle n'est pas obligée d'être une onde plane. Du coup, voilà. Mais dans tous les cas, que ce soit une onde plane, que ce soit une onde plane, un cas particulier d'une fonction d'onde, ou bien que ce soit une onde quelconque, eh bien, on voit qu'on obtient les mêmes équations. Sauf que ici, la solution, ce sera ça, et ici, la solution, on ne connaît pas encore. Pour cela, il faut résoudre l'équation. Et du coup, voilà. Et voilà. Ça, je vais enlever parce que je vais l'enlever parce que c'est un cas particulier des solutions qu'on peut avoir pour les ondes qui accompagnent les particules se comportant comme une onde, comme l'électron, par exemple l'électron. Ok, voilà. Et du coup, voilà. Et voilà. Maintenant, on a ça, cette équation-là. Qu'est-ce qu'on a vu après? C'est que, en tout cas, avec l'origine de la physique, on est arrivé au fait que l'énergie d'une particule se comportant comme une onde, comme le photon ou encore l'électron, leur énergie, c'est quoi? C'est h nu, ok? Et aussi, leur pulsation, c'est quoi? Non, leur impulsion, excusez-moi. Leur impulsion, c'est quoi? C'est h bar k. C'est d'autres que là, on fait débat, mais avec deux expériences. L'un, celui de la photo électrique, et l'autre, celui de Compton, on a accepté que, bah voilà, ça, c'est des équations qui décrivent non seulement les photons, mais aussi les particules. Bon, en réalité, il y a eu trois expériences. Les deux premiers que je vais citer, le premier qui est l'expérience de l'effet photoélectrique, a servi pour dire que la lumière échange son énergie comme une particule. Mais en rien, elle démontre que la lumière est faite de particules. On a juste compris que la lumière échangeait son énergie comme une particule. Celle-là, quand on l'a démontré avec l'effet de Compton, eh bien, là, à ce moment-là, on a démontré que la lumière était faite de particules, mais de particules de masse nulle. Parce qu'on voit qu'elles collisionnent quand les particules, quand on fait l'expérience où on envoie ça dans un cristal qui est censé faire passer la lumière, mais on voit que la lumière est déviée. Et la seule manière d'expliquer cela, c'est de dire que la lumière est faite de particules, mais vu que la lumière ne pèse rien, en tout cas, on ne sait pas mesurer sa masse, et sa masse, on sait qu'en tout cas qu'elle est inférieure à un seuil où on dit que cette particule-là a une masse nulle, et bien on dit que la lumière a une masse nulle. Et du coup, voilà. Et après, c'est De Broglie qui a postulé que toute particule avait une longueur d'onde égale à h sur la pulsation, l'impulsion. Et ça a été démontré par l'expérience qu'on a fait pour la lumière, quoi. On avait pris deux fentes et puis on a fait passer l'électron et on obtenait le même résultat qu'on avait eu pour la lumière et aussi pour d'autres ondes. On appelle ce résultat-là des résultats d'interférence. Enfin, ce sont des motifs d'interférence. En gros, quand on faisait passer l'électron à travers deux fentes, ok, on obtenait une figure d'interférence. En gros, quand on envoyait plusieurs électrons, on voyait que la plupart se venaient ici, quoi. Et ici, il n'y avait rien. Et ici, il y avait des choses, tu vois. Là où on voit des électrons, c'est là où il y a interférence constructive. C'est-à-dire que l'onde des électrons qu'on envoie, on va dire, ils sont plus présents ici, ici, ici. En tout cas, ils ont plus de chances de... En gros, ils sont le plus présents ici, 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 mais pas ici, pas ici. Parce qu'ici, on a des interférences destructives. En tout cas, pas assez d'interférences constructives pour qu'on voit quelque chose. Et ce qu'on voit là, c'est le pattern réservé aux ondes. Car seules les ondes ont... En gros, ça, c'est un résultat qui est dû à la propriété de l'onde qui est que l'onde interfère. En tout cas, elle se diffracte. Et en se diffractant, eh bien, il interfère. Okay, et du coup, on a eu le même résultat qu'on avait avec les ondes. Et du coup, on conclut qu'il y a un phénomène d'interférence. Et donc, à ce moment-là, De Broglie propose que... Enfin, non, avant cela, De Broglie avait déjà proposé que une matière avait une longueur d'onde qui lui est associée. Et donc là, ça prouve cela parce que seules les ondes ont une longueur d'onde. Une longueur d'onde, c'est la distance entre deux motifs d'oscillation de l'onde. L'onde se propage, mais se propage en répétant des motifs. Eh bien, c'est la distance entre deux motifs de l'onde. Si c'est une onde électromagnétique, eh bien, c'est genre ici, il y a
on obtient une intensité, et puis une intensité en bas, intensité ici, intensité en bas. En fait, dans des lieux d'espace, on a une grande intensité de la lumière ou bien de l'onde électromagnétique. Et bien, tu vois, la distance entre tous ces lieux où il y a le plus d'intensité d'intensité de enfin, tu vois, c'est ces lieux où il y a le plus de intensité de l'onde électromagnétique, eh bien, la distance entre ces lieux-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. Pour schématiser, imagine un sinus, eh bien, la distance entre deux bosses, c'est la longueur d'onde. Ça veut dire sa période que tu connaissais pour une oscillation au cours du temps. Quand tu as une oscillation au cours du temps, eh bien, la distance entre deux bosses, c'est ce qu'on appelle la période. Eh bien, là, c'est la même chose, mais c'est la période spatiale. C'est vraiment dans l'espace, eh bien, la distance entre deux motifs qui sont identiques, eh bien, cette distance-là qui est réelle, c'est la longueur d'onde. La période, c'est juste ce qu'on mesure quand on trace le graphique de l'intensité au cours du temps. Voilà. Et du coup, bah, c'est le temps que met l'onde pour après avoir on va dire, sa valeur maximale. Et la longueur d'onde, c'est la distance la distance entre deux maximum de l'onde, quoi. Enfin bref, s'il faut, j'expliquerai ça dans une autre. S'il le faut, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais je suppose que vous avez tous une bonne connaissance des ondes. Et du coup, voilà. Et voilà. À l'aide de tout ça et de la relativité restreinte que Einstein avait permis de développer, bah, comme relation, on avait que pour une particule relativiste, E carré moins PC, non, PC carré, excusez-moi, égale à M carré C4. Ok, ça, c'était pour les particules relativistes. Et pour les particules non relativistes, on avait que le E environ égale à P carré sur 2M. Et pour les particules ultra relativistes, comme la lumière, on avait que l'énergie est égale à PC. Voilà. En fait, ça, c'est juste un cas particulier de cette formule-là. Parce que si c'est la lumière, eh bien la masse ici, elle vaut 0. Car les photons qui composent la lumière ont une masse nulle. Et donc, ici, on a 0 et puis on a ça moins ça égale à 0. On isole le E et on obtient E égale PC. Voilà. Ça, c'est, en tout cas, ça, c'est les deux formules qu'on a eues pour la relativité restreinte. Il y en a eu d'autres, hein, mais ça, c'est les deux pour l'énergie, en tout cas. Et du coup, bah, Schrödinger, en se basant sur tout ce qu'on a développé dans l'origine de la physique quantique, eh bien, il a trouvé ça. Ça qui voilà, est utile parce que, en fait, grâce à l'équation ici, en le résolvant, on obtient des solutions qui sont en bon accord avec les expériences qu'on a fait auparavant. Parce que les expériences qu'on a fait comme ça là, eh bien, on ne savait pas les expliquer. On postulait, on hypothétisait, on disait que, ah ouais, c'est sûrement dû à ça, mais bon. Grâce à ça, là, en résolvant l'équation, eh bien, on a pu expliquer toutes ces choses-là. Ok. Et tu vas me dire, bah, ok. En gros, pour trouver l'équation, Schrödinger, il s'est dit que on part sur ce que De Broglie a dit. De Broglie a dit que chaque matière, on lui associe une longueur d'onde. Une longueur d'onde d'une onde qui accompagne la matière. Et du coup, il s'est dit qu'il faut absolument trouver l'onde de matière que De Broglie parle. Et du coup, vu que chez tous les ondes ont une fonction d'onde, pourquoi pas l'onde de matière dont De Broglie parle? Et du coup, il a travaillé, il a trouvé ça, il a pris tout ça et il a pu trouver ça. Mais voilà. Et on peut le dire, va dormir ou bien non, on ne te prend pas. Tu n'as pas démontré d'où ça venait et tout. Mais en fait, quand on l'a utilisé, eh bien, ça nous a donné des résultats cohérents avec ce qu'on a eu dans la vraie vie. Et donc, on a dit, mec, tu es un génie. Ce que tu as fait là, on va le garder. On va l'utiliser pour faire d'autres choses. Et en plus, pour les autres choses qu'on a fait, eh bien encore, l'équation marche. L'équation décrit bien ce qui se passe. La solution de l'équation, en tout cas, nous donne des choses qu'on peut observer, quoi, tu vois, comme les niveaux d'énergie d'un atome ou d'un électron, et plein d'autres exemples qu'on verra bien sûr quand on verra, quand on est un peu plus loin dans le chapitre.
En tout cas, ça, c'est un peu un rappel. Bon, un rappel, bon. Là, je refais le cours, mais c'est un rappel, on va dire. J'aime bien faire mes rappels de manière intuitive, enfin, intuitive, quoi. J'aime pas, enfin, voilà. Je vois que je peux développer, je développe. OK. Du coup, on a tout ça pour l'instant. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah oui, voilà. Ça, c'est un peu les bases pour tout ce qu'on va voir aujourd'hui. On a vu précédemment aussi, en maths, on a vu que, ce qu'était un nombre complexe. On a vu aussi ce que c'était un espace vectoriel. Et on a vu aussi, bah, dans l'espace vectoriel, on a vu les vecteurs, les bases. Et on a les bases, on va dire les bases qui composent, enfin, ce sont un ensemble de vecteurs qui forment, bah, qui peuvent donner tous les autres vecteurs d'une même famille, quoi. Et on a vu aussi ce qu'était une application. C'est une opération qui permet d'obtenir des grandeurs, des vecteurs ou bien des scalaires. Et maintenant, on va voir aujourd'hui, et du coup, récemment, on a vu un peu comment on a trouvé l'équation de Schrödinger. Et aussi, on a vu comment, en fait, je vais réécrire l'équation je vais réécrire l'équation de Schrödinger. Et je vais partir de là où on s'est arrêté dans la dernière vidéo. Dérivée temporelle d'une fonction psi r t est égale à moins h bar carré laplacien de dérivée de r. Enfin, laplacien de ça. Okay. En résolvant en résolvant cette équation, on obtient. Enfin, non, même sans le résoudre, en fait. On voit qu'il y a le i ici qui gêne, il bloque. Parce qu'en fait, quand on a une équation réelle, on sait que la solution est réelle. Par contre, quand on a une équation complexe, malheureusement, la solution est complexe. Et donc, du coup, on sait qu'en résolvant l'équation, on aura une solution qui est la fonction d'onde, qui est un nombre complexe. Et je vous ai demandé comment, bah, malgré que ce soit un nombre complexe, il faut quand même des grandes. Enfin, tu vois, c'est ça là, ça donne des indications sur la vraie vie. Non, ça donne des indications sur l'onde de matière qui accompagne l'électron. Ça donne par exemple sa position, sa vitesse, ça donne plein de choses, tu vois. Eh bien, comment, avec ça là qui est censé nous donner des renseignements sur la position de l'électron, son déplacement, son mouvement, son énergie, comment ça, avec ça, enfin, comment on peut faire ça maintenant avec un truc complexe? Si c'était réel, c'est bon. Les informations, on peut les obtenir. Mais là, c'est une fonction complexe. C'est un nombre complexe. Comment on peut extraire des informations réelles dans un nombre complexe? Parce que là, un nombre complexe, en fait, tu peux rien faire avec. Ça n'existe pas dans la vraie vie. On ne calcule pas avec des nombres complexes. On ne dit pas que, ah, aujourd'hui, je vais manger 3 plus 2i pizza. Ah, aujourd'hui, je vais payer 3 moins 3i euros pour acheter ma baguette. Ah, aujourd'hui, j'ai eu 3 plus i sur 20 plus 2i. Tu vois, on ne travaille pas avec des nombres complexes dans la vraie vie toujours. On travaille avec des nombres réels. Et quand on a un nombre complexe, jusqu'à maintenant, en physique, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait la partie réelle. Eh bien, on peut faire la même chose ici. J'écris. Hein. Ça, c'est quoi? C'est un nombre complexe. Hein. Z est égal à, on va écrire A plus IB. OK, et on peut prendre la partie réelle. C'est bon, c'est fini. Ou encore la partie imaginaire. Seul le B qu'on reprendra. Parce que le A et le B, ils appartiennent au réel. OK? Même si cet objet-là, qui est la fonction d'onde, est un nombre complexe, eh bien le A et le B sont des nombres réels. Tout nombre complexe s'écrit comme ça. Z est égal à A plus IB. Eh bien, les premières manières qu'on avait jusqu'à maintenant pour obtenir une valeur réelle étaient de prendre la partie réelle et la partie imaginaire. Une autre manière, du coup, première manière, c'était quoi? Prendre la partie réelle du nombre complexe, ou bien, ou sa partie imaginaire, quand on travaillait dans le complexe. À la fin, on prenait la partie réelle et la partie imaginaire, ou bien les deux. Et puis, on peut aussi faire quoi? Prendre
la valeur absolue du nombre complexe qui est égal à quoi? À a carré plus b carré. A carré plus b carré, vu que a et b sont des réels, eh bien tout ça c'est réel. La norme c'est quoi? C'est juste la valeur de ce nombre complexe. En gros, c'est ça, il faut voir que ça comme un vecteur. Un vecteur qui a comme pour abscisse le a et pour ordonner le b. Bah, la norme d'un vecteur, c'est a carré plus b carré, racine, tu vois. Eh bien ça, c'est la norme au carré. On peut mettre la racine ici pour isoler la norme, tu vois. Voilà, c'est la norme, c'est sa longueur, c'est la valeur du nombre complexe. Moi, j'aime bien appeler ça la distance entre le point du nombre complexe par rapport à l'origine, quand on place tout ça dans un plan complexe. C'est une propriété du nombre complexe. On peut des fois prendre ça pour mesurer une longueur, par exemple. Et pour finir, une dernière manière d'obtenir un nombre réel, c'est de prendre sa valeur. Attendez, hein. Ah non, ok. Non, c'est bon, non, c'est tout. Ce sont les deux manières d'obtenir une valeur réelle. Ici, on aurait pu juste prendre le module de z, la racine, tu vois. Mais ici, pour des raisons que je te dirai après, on a pris cette manière-là pour obtenir un résultat réel en partant d'un nombre complexe. Pourquoi on a pris ça et pas ça comme d'habitude? Ça, là, parce qu'en fait, regardez, Schrödinger ou bien d'autres physiciens, ils ont pris ça, ok, ils ont vu que ce qu'ils obtenaient, c'était un nombre entre 0 et 1. Et bizarrement, ce nombre entre 0 et 1 représentait la probabilité d'avoir l'électron à un endroit donné. Par exemple, si j'ai ça comme espace acceptable par l'électron, eh bien, de là à là, ok, enfin, si je somme la norme de la fonction d'onde au carré, de là à là, dx, ok, on va dire de A à B, de A à B, j'obtenais une valeur qui est la probabilité d'avoir la particule en un instant donné dans cette région-là. Et, on obtient bel et bien cette probabilité-là en faisant plusieurs fois l'expérience pour voir combien de fois l'électron apparaît dans cette zone-là. On a vu que ça correspondait aux chiffres qu'on obtenait quand on prenait le module carré de cette fonction d'onde. Du coup, voilà. La raison pour laquelle on prend le module carré de la fonction d'onde pour avoir une chose interprétable, c'est parce que en faisant cela, on obtient une valeur entre 0 et 1 qui représente la probabilité de voir apparaître l'électron. C'est vraiment hasardeux, genre ça ni queue ni tête. Pourquoi en faisant tout ce truc-là, on obtient comme résultat final une probabilité? D'où ça sort? Enfin, pourquoi la nature a décidé d'être probabiliste? Carrément, je pense que même ça leur satisfaisait le fait que ce soit aléatoire et qu'on ne puisse pas comprendre, quoi. Là, carrément, on vient de montrer que la présence d'un électron en un endroit donné est probabiliste. Genre, ils ont une certaine chance d'apparaître dans un certain endroit de l'espace. Et du coup, voilà. Voici un peu ce qu'on a fait dernièrement. La chose que je voudrais que tu te rappelles, c'est deux choses. Un, que pour trouver la probabilité que la particule soit dans un endroit donné, il faut prendre une distance donnée, pas un point. Car l'intégrale de un point, ça fait 0. Et ça tout seul, ça donne quoi? Ça donne une expression mathématique. Bonne chance pour. Tu vois, non, ça donne quelque chose, mais pas. Voilà. Pour vraiment avoir la probabilité, c'est pas ça, hein. Il faut vraiment intégrer ce qu'on obtient quand on fait ça d'un domaine jusqu'à un domaine. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. En tout cas, les physiciens, ils ont fait ça. Ils ont eu des résultats qui étaient cohérents avec la réalité de leur expérience. Et du coup, voilà. Et deuxième chose que je voudrais que tu retiennes, c'est que pour tirer une information de cette fonction d'onde, eh bien, il faut prendre le module carré. Deux choses. Comment on calcule la probabilité et du coup, pour calculer ça, il faut, enfin, voilà, quand tu résous l'équation, tu prends toujours le module carré pour avoir quelque chose de réel que tu peux interpréter, utiliser ou prédire. Et petite chose, ça là, c'est quoi? Le module au carré d'un nombre complexe, c'est quoi? C'est le nombre complexe fois son conjugué. Z fois Z bar ou bien Z étoile, comme tu veux. Mais voilà, quand tu multiplies un nombre complexe par son conjugué, tu obtiens son module au carré.
OK? Voilà. Ça, on en aura besoin parce qu'on va dorénavant travailler comme ça. Ce sera plus simple. OK, maintenant, on va quand même commencer le contenu de la vidéo parce que là, ce sont pour l'instant juste des rappels. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, enfin, le vif du sujet, en tout cas pour la vidéo. Aujourd'hui, on devait parler de quoi? On devait parler de... Attendez, hein, si je ne me trompe pas. Là, on a fait tout ce qui était les bases de la BA1 et de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Maintenant, on va parler de nouvelles choses. On va parler des maths utiles pour les postulats de la physique quantique. Les postulats sont des choses qu'on ne peut pas, les postulats sont des choses qu'on ne peut pas démontrer, mais qu'on accepte parce qu'en fait, ils valident certains critères. Mais aussi, surtout parce que ce sont des choses qu'on peut observer dans la vraie vie de tous les jours. C'est comme si je te disais que le soleil se lève le matin tous les jours. Pourquoi le prouver quand tu peux l'observer, tu vois? Voilà. C'est ça un postulat. Et du coup, voilà. Et pour comprendre le postulat, il faut revoir un peu des bases mathématiques avancées, comme l'algèbre linéaire. On va le réutiliser. OK. Commençons par... Attendez. Je vais quand même voir le cours pour voir l'ordre dans lequel ça s'enchaînait ou bien non. Je ne sais pas si je vois... Je sais pas si je fais ça ou bien ce que je fais. Peut-être que j'y vais comme ça. Enfin, on voit le cours, j'aurai un peu de structure. Mais sinon, comme ça, j'ai un peu... En fait, hier, c'était frais. Maintenant, je dois juste réfléchir un peu à ce qu'il y avait comme base et tout important pour la suite. Mhm. Mhm. Première chose, déjà, commençons par la première chose. Ça on l'enlève. Commençons par cette notion de produit scalaire. Le produit scalaire entre une fonction f et une fonction g, c'est égal à quoi? À l'intégrale entre a et b de la fonction f fois la fonction g conjuguée. Et c'est tout. Là, je ne mets pas le dx parce que si je parle en général. Je ne parle pas du calcul qu'on fait. Si je devais parler de dx, je mettrais f de x, g de x, f de x, g de x, et je mettrais voilà, l'astérix. Là, juste pour te montrer comment on fait ça en général. Tu fais l'intégrale de le produit entre les deux fonctions, mais tu prends ça fois le conjugué. Ça va? Quand tu as f fois produit scalaire que g, si tu switches ces deux valeurs, ces deux places-là, tu obtiens g fois f conjugué. Voilà. En gros, quand tu calcules ça et que tu switches, tu obtiendras ce sera égal au conjugué de quand tu faisais ça. Ce sont des rappels de l'algèbre linéaire. Ok, c'est tout. Et ça c'est pour le produit scalaire. Mhm. Je pense que j'ai quand même besoin de voir le cours pour voir un peu les choses à aborder parce que là, je vais juste aller de manière aléatoire. Enfin, les choses sont dans ma tête, hein. Il faudrait que je me pose pour le mettre en place, mais là, je ne suis pas posé. Là, je vais juste au freestyle. Enfin, jusqu'à maintenant, je m'en sortais bien, mais là, j'ai besoin de voir un peu la structure du cours pour voir comment aborder les choses. Ok. 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 Mhm. Ok. J'ai au moins mis des mots-clés et tout. Ok. Comme je l'ai dit, le produit scalaire entre deux fonctions, eh bien, on fait l'intégrale. Ok. Deux choses à rajouter. Nous, on va souvent faire le produit scalaire entre deux fonctions d'onde. Par exemple, psi et phi. Ok. Eh bien, vu que ce sont des fonctions d'onde et qu'on sait que, en fait, ces fonctions-là, ils doivent être, en gros, le module carré de phi doit être inférieur ou égal à 1. Ça, on le sait, au carré. En tout cas, du borne jusqu'à une borne. Ça, on sait. Et donc, il faut que l'intégrale, il soit pas infini. Parce que nous, on va sommer sur
Genre, ça là, on va sommer sur R cube, en gros, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et quand on fait le produit scalaire entre phi et psi, eh bien, ça là doit être inférieur strictement à l'infini. En gros, ça doit converger. Ça ne doit pas être infini. Ça doit valoir une valeur normale. Et surtout, quand on fera ça, ça doit être inférieur. Quand on fera, quand on fera ça de A à B, ça doit être inférieur à 1. Et quand on fait ça sur tout l'espace accessible par l'électron, eh bien, ça devient égal à 1. Bon, là, c'est sûrement la partie la moins marrante de l'histoire. OK. Deuxième chose, maintenant, on va dire que pour cela, on dira que les fonctions d'onde, OK, appartiennent à l'espace L carré, des carrés sommables. En gros, c'est un espace, c'est comme une domaine de définition. Enfin, non, c'est une classe de fonctions. C'est l'ensemble des fonctions dont leur intégrale converge, dont leur intégrale ne vaut pas l'infini. OK, c'est l'ensemble des fonctions, que ces fonctions soient continues ou pas, c'est l'ensemble des fonctions dont l'intégrale ne vaut pas l'infini, mais vaut une constante. OK, et du coup, voilà. Du coup, ça, c'est une obligation, parce que sinon, on ne peut pas voir ça. OK. Deuxième chose, dorénavant, on va travailler, on va dire qu'une fonction d'onde qui appartient à cet espace de L carré, on la note comme ça. Ça, c'est un quête. On les appelle les quêtes. C'est comme ça qu'on note les éléments qui appartiennent à l'ensemble des L carrés. Des fonctions telles que leur intégrale. OK. Non, en fait, la définition c'est quoi? C'est que leur intégrale des fonctions, leur norme, tu vois, l'intégrale de leur norme au carré doit être inférieure à l'infini. Quand tu intègres leur norme au carré, eh bien, tu dois avoir une valeur constante. Et vu que l'intégrale sur tout le domaine de la fonction d'onde, du module carré, l'intégrale sur tout le domaine R cube du module carré de la fonction d'onde vaut 1, parce que ça, n'oublie pas que le module carré te donne la probabilité. Et donc, quand tu sommes sur tout l'espace accessible, tu obtiens un 1. Parce qu'en fait, la particule, dans tout l'espace accessible, se trouve quelque part. Et du coup, tu obtiens forcément un 1. Et du coup, voilà. En tout cas, la particule que tu étudies, la particule que tu étudies, qui est décrite par cette fonction-là. OK. Dans ce cas, dans l'espace qui est accessible, quand tu sommes voilà, toutes les probabilités qui soient dans n'importe où dans l'espace, eh bien, tu dois avoir un 1, comme on a vu en probabilité. Et c'est pour ça que, en gros, ça, c'est les fonctions qui appartiennent à L carré. Ils doivent respecter cette propriété-là. Et donc, vu que lui, il doit être égal à 1, et donc 1, c'est pas infini, c'est inférieur à infini. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que le phi, là, c'est une fonction qui appartient à l'espace des L carré, l'espace des fonctions de carrés sommables. Le carré de leur module est sommable. On va dire qu'il vaut un nombre fini. Du coup, on note les fonctions générales qui appartiennent à l'espace des L carrés comme ça. Une barre et voilà, une bouche du crocodile. OK, comme ça. Et voilà. On appelle ça un quête. Et puis, quand on veut faire le produit scalaire, en gros, quand on veut projeter la fonction sur une autre fonction, par exemple, on va dire que la fonction d'onde, c'est un vecteur, on va dire. Et là, on a un autre vecteur. On voudrait connaître la valeur de la direction de cette fonction-là sur la direction de celle-là. Eh bien, on fait un produit scalaire et on obtient une valeur. Et ce qui est la valeur du produit scalaire qui donne quoi? Du coup, voilà. Quand on a besoin de faire un produit scalaire entre deux fonctions, ce que j'appelle, hein, c'est ça, c'est le produit scalaire entre deux. Ça, c'est le produit scalaire entre deux fonctions en maths. Et bien en physique, ce sera quoi? Ce sera une barre. Ça. Et il faut mettre ça conjugué. Ça. Genre ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va intégrer phi étoile fois psi dr. Ok. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose, c'est pas même chose que ça. C'est vraiment ça que ça veut dire. Et le phi bar, c'est là où on va projeter notre fonction quête. Bref, c'est pas des choses
ultra essentiel, mais c'est des notations qu'on va utiliser. Enfin, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Ok, je suis un peu fatigué. Je pense que j'ai tout dit hein, sur la partie sur le polyscalaire. Maintenant, on va voir. Excusez-moi, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas ça. L'étoile apparaît que quand tu fais l'intégrale. Avant ça, il n'y a pas ça. Ok. Ça apparaît parce qu'en fait, il faut que l'un des deux ait une étoile pour dire qu'on prend le conjugué. Ouais, désolé, hein, les gars, je suis crevé. Là, j'essaie de faire du mieux que je peux pour rester dynamique, mais je pense que c'est raté. Je pense qu'on va s'arrêter peut-être là parce que là, j'ai plus d'énergie pour continuer comme ça. Ouais, on va s'arrêter là parce que voilà, c'est comme tout ce qui va venir après va être chaud. Plutôt que de faire un truc vraiment monotone où on a envie de dormir, je préfère faire ça quand je suis en forme. Bon, je vais quand même faire ça parce que je me suis dit que je vais m'activer. Mais quand je parle de nouvelles choses et tout, j'ai quand même besoin d'énergie. Autant au début, je parlais des choses que je connaissais parce que j'ai étudié tout ça. Là maintenant, c'est des choses que j'ai récemment étudiées, c'est-à-dire que c'est pas encore ancré. Et là, il me faut de l'énergie pour réfléchir, pour, tu vois. Mais bon, on reprend ça une autre fois.